qu'on peut attendre aussi d'une école en école de management, elle nous amène à une question qu'il faut poser, parce que c'est celle que tous les étudiants se posent aujourd'hui, la question des frais de scolarité. On sait que dans certains campus, il y a des petites pétitions qui ont commencé à voir le jour, des mails qui ont été écrits, et aujourd'hui, on se rend compte que les étudiants se posent vraiment cette question. C'est aussi la question qui revient le plus lorsque on discute dans nos promotions, sur nos groupes de promo. Vous me pardonnerez cette boutade, mais on a un peu l'image que c'est l'abonnement Netflix à 14 000 € l'année. Finalement, qu'est-ce qu'on peut répondre à ces étudiants? Parce qu'il y a effectivement une explication concrète et elle est souvent malmenée. On sait que nos écoles ont également des obligations. On sait qu'elles ont investi des millions d'euros dans des ustensiles qui nous permettent de suivre ces cours en ligne. Est-ce qu'il serait possible éventuellement de prendre une école lambda et de détailler de manière précise un budget qui permette d'expliquer concrètement et avec pédagogie aux étudiants pourquoi aujourd'hui, et je pense que ça va être votre réponse, il paraît difficile de réduire les frais d'inscription? Oui, alors on parlera de vous avec Christophe, parce qu'on a beaucoup effectivement travaillé avec les écoles sur cette question. Alors, il faut replanter le décor pour bien comprendre. En France, l'éducation est, philosophiquement, l'éducation, on y a accès gratuitement. Effectivement, depuis un certain nombre d'années, la première école de management qui a été créée, elle a été en 1819, c'était le SCP, beaucoup ont suivi, ces écoles dites de management sont à 98% d'entre elles des écoles privées, c'est-à-dire qu'elles sont associatives et elles sont d'intérêt général. Donc elles ne reçoivent aucun fonds, 0 € de leur ministère de tutelle, du gouvernement, ou alors une infime somme par rapport à leur budget. Donc, ces écoles se sont constituées pour répondre à un besoin très précis, qui était celui de développer de la sélection, de l'excellence, de l'ouverture internationale, etc. On reviendra sur ces éléments-là, mais elles ont un certain nombre de caractéristiques. Et quand on regarde, si vous voulez, sur la scène internationale, les écoles françaises sont hyper compétitives, puisqu'elles sont dans les hauts tableaux de tous les classements internationaux. Et donc, quand on les compare, ces écoles, par rapport à des écoles, par exemple, aux États-Unis, au UK ou ailleurs, nos frais de scolarité sont divisés par 4, par 5, par 6, voire plus. Donc, au fond, si on se compare avec les établissements publics français, qui eux sont soutenus, qui ont leur budget qui leur vient de l'impôt payé par les Français, nous ne recevons rien. Donc nous avons constitué nos modèles de fonctionnement d'excellence sur la base d'un certain nombre de lignes de revenus pour pouvoir justement, d'une part, offrir aux étudiants la meilleure qualité possible et d'autre part, ne pas tirer sur les budgets des familles, comme par exemple aux États-Unis où vous avez une année, c'est 25 000, 30 000, 40 000, 50 000 $, que ce soit en bachelor ou en niveau master, ça peut même avoisiner les 100 000 $. Ce qui est très drôle au passage, c'est que quand on a beaucoup d'étudiants français qui vont étudier aux États-Unis, ils ne se posent jamais la question des droits de scolarité et j'allais dire, c'est allègrement qu'ils vont payer 50 000 ou 60 000 € l'année. Et c'est là que quand on revient en France, c'est toujours un peu étonnant, mais comme la France, on est censé avoir la santé, l'éducation, à peu près tout gratuit, on se dit, c'est scandaleux, les écoles nous font payer. Cela dit, les écoles font un travail qui est absolument exceptionnel. Les taux de placement sont très hauts, quelle que soit la situation économique, et elles ont des piliers, si vous voulez, d'une robustesse forte. C'est évidemment tout le contenu des enseignements, des professeurs de très haut niveau, l'international et évidemment la professionnalisation. Alors, le budget du type d'une école de commerce, notamment d'une association, qui est d'intérêt général, puisque c'est encore une fois 98% des établissements, nous ne rémunérons aucun actionnaire. C'est-à-dire que tout ce qui est, en tant qu'association, tout ce qui est gagné par l'association est obligatoirement réinvesti pour le bénéfice des étudiants. Sinon, nous perdons notre non-lucrativité, c'est-à-dire qu'on ne peut plus être une association. Donc déjà, ça doit vous rassurer parce que en dehors des salariés, j'allais dire, des écoles, nous ne rémunérons personne. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, les frais de scolarité sont plus, si vous voulez, une participation au financement des études. Et on y a beaucoup travaillé. Le coût de formation d'un étudiant au niveau master
en université française, c'est à peu près 20 000 euros. Chez nous, c'est à peu près la même chose. Or, nous, les étudiants, par exemple, dans le programme Grande École, ils sont autour des 14 000, 15 000. Donc, vous imaginez bien qu'il y a à peu près 5 000, 4 000, 3 000, 4 000 euros à aller chercher ailleurs pour pouvoir compléter le dispositif de formation. Alors, d'où viennent ces ailleurs? Ils viennent d'une ligne qui s'appelle la formation continue, c'est-à-dire que ce sont les formations que nous faisons pour le compte des entreprises et qui finalement sont sur mesure ou sur étagère et donc nous permettent d'avoir un volant financier qui complète, si vous voulez, les fiches des étudiants. Il y a nos fondations, donc nos diplômés, les entreprises financent via des fondations, des bourses, de l'accompagnement et peuvent nous financer, par exemple, de la technologie, des campus, etc. Ce qui permet aussi de compléter. Et puis, évidemment, il y a tous les contrats, les projets de recherche, etc. Alors ça, ce sont les lignes de revenus, si vous voulez, des écoles plutôt associatives et d'intérêt général. Les dépenses sont très claires. Vous avez entre 50% et 60% qui vont au financement de la masse salariale des collaborateurs qui sont au service des étudiants. Leur objectif, comme l'a dit Christophe, nous sommes au service des étudiants. Nous ne sommes pas là pour gagner de l'argent et pour partir faire la fête ailleurs. On est là, effectivement, pour améliorer systématiquement les services. Là, typiquement, maintenant, en plein confinement, on investit dans la technologie, on investit dans des liens avec les entreprises, on investit dans le fait d'être sur nos campus, on paye l'électricité, on paye le Wi-Fi, on paye tout, parce qu'on veut être vraiment sur le meilleur, si vous voulez, parce que c'est notre engagement vis-à-vis des étudiants. Alors, à côté de ces 50-60%, il y a des curseurs, dans certaines écoles, c'est 45%, dans d'autres, c'est 30%. Après, vous avez tout ce qui est fonctionnement des sites. Les sites coûtent de l'argent. Nous, nos sites ne nous sont pas donnés par le gouvernement. L'électricité n'est pas payée par le contribuable. C'est nous qui payons la facture en fin de mois. Donc là, il faut, si vous voulez, ça correspond, selon les écoles, entre 5 à 10% du budget. Après, vous avez la technologie. La technologie, et notamment, là, ces derniers mois, Étienne Mousse l'a dit, on a tous investi quelques millions d'euros. Quand je dis quelques millions, ça peut être beaucoup, pour mettre en place la technologie qui nous permette de faire des cours à distance de bonne qualité pour éviter que les étudiants soient obligés, comme aux États-Unis, de prendre des cours sur étagère et puis de se dire, bon, ben voilà, il y a un vieux cours de finance qui traîne, on va aller se connecter. Puis nous, les profs sont derrière. Ils se sont préparés. Ils ont travaillé tout l'été. Donc ça fait partie de la techno. Ça peut être 8-10% du budget aussi. Après, vous avez tout ce qui est, on va dire, service, fonction support. Donc, tout ce qui est la partie communication, marketing, recrutement, aller chercher les étudiants, travailler les messages, travailler avec eux, etc. Ça a aussi un coût qui peut aller entre 5 à 8% des budgets. Donc, si vous voulez, et puis, vous avez toute la vie des étudiants sur site. Le fait de devoir financer beaucoup d'activités, on en prend souvent une partie, on donne souvent des bourses sur fonds propres, mais quand je dis on donne des bourses, je ne parle pas de 50 000 euros, je parle en moyenne dans les écoles, c'est 2,5 millions, 3 millions d'euros par an de bourses. Donc si vous voulez tout ça mis bout à bout, ça vous fait un budget type. Mais vous le verrez, à aucun moment, de l'argent sert à autre chose qu'à accompagner les étudiants. Alors maintenant, quand vous vous dites, comme on a des cours à distance, on veut couper les droits de scolarité, alors nous, on vous dit, mais c'est juste pas possible, parce que comment voulez-vous qu'on fasse sinon? On va dégrader quoi? C'est un peu ce que disait le président Macron aux Français. Vous voulez plus payer d'impôts, alors vous rognez sur quoi? La santé, l'éducation, la sécurité? Vous voulez rogner sur quoi? L'expérience professionnelle, le fait que vous n'aurez plus jamais pendant 3 ans accès à rien, vous ne pourrez pas venir sur le campus. Voilà, nous, nos budgets sont très serrés. Si vous voulez, dans les écoles, on ne dégage pas de marge. On ne fait pas d'argent, nous. Alors, on nous dit, oui, vous êtes privé, vous êtes riche, parce qu'on est école de commerce, et peut-être les écoles de commerce, on a cette connotation de former nos étudiants pour qu'effectivement, ils puissent devenir des leaders, des managers d'entreprise, donc avec des statuts un peu de haut niveau. Bon, mais c'est pour ça qu'on a été créé il y a 200 ans, si vous voulez. Alors maintenant, s'il faut revenir sur le fait que les écoles de commerce ne devraient pas exister, ça, c'est un autre enjeu. Mais aujourd'hui,
voilà, c'est en toute transparence qu'on vous donne ces informations. Il n'y a rien caché. On n'est pas là pour planquer de l'or sous les tapis. On n'en a pas déjà, donc au moins c'est réglé. Et voilà, c'est comme ça que ça marche, mais c'est tout pour vous. Et pour finir, et je passerai la parole à Christophe s'il veut compléter, parce que j'ai dû oublier plein de choses. Oui. Mais pour finir, si vous voulez, notre mission à nous, c'est de vous former, de vous donner toutes les clés de la meilleure formation possible pour obtenir des jobs, mais surtout pour réussir votre vie professionnelle. Vous apprendre à apprendre, vous former pour être des managers mobiles, internationaux, pour pouvoir être prêt à l'emploi partout dans le monde. Ça, effectivement, ça a un coût, mais je peux vous garantir que la contribution des familles à cette formation, c'est une partie. Ça n'est pas 100% et certainement pas pour permettre aux écoles de gagner de l'argent pour financer leur croissance. Voilà, j'ai trop parlé, peut-être que non, Alice, tu as vraiment parfaitement résumé le tableau, c'est exactement cela. Peut-être qu'en ex-professeur de finance, je pourrais dire, il y a peut-être un élément supplémentaire aussi à prendre en compte. C'est que si vous prenez, il y a deux dimensions à prendre en compte. Il y a le court terme et il y a le moyen terme. Le court terme, c'est la situation que nous avons vécue. Et ce serait faux, ce serait érodé de croire que la situation nous a permis de faire des économies. Ça, c'est pas au contraire. Au contraire, nous avons dû supporter des coûts supplémentaires. Donc déjà, ça, c'est pour le court terme. Ensuite, il nous appartient, nous, aujourd'hui, dans le contexte actuel, de continuer à investir pour qui? Pour vous, parce que vous allez être dans une école pendant plusieurs années, vous allez ensuite être diplômé d'une école et il est hors de question pour nous que la valeur du diplôme et de l'école dont vous serez diplômé demain soit affectée par la période en cours. Donc, ça veut dire que aussi, on continue à investir dans toutes les dimensions qu'Alice a évoquées pour que demain, les écoles continuent à être au top au niveau international, auprès du marché de l'emploi. Et c'est ça aussi qui est à prendre en compte. Il ne faut pas gréver à la fois le présent, mais également le futur. Le futur également.